Le tournage du film est à l'image du roman de Rivera. C'est vraiment, le tournage a été un roman. Dans un moment très tragique, parce que c'est le moment de l'enterrement de Bernard, Hubert arrive et me cherche, il me trouve, il me dit « Osvaldo, ce film, on va le faire. Je ne sais pas quand, mais on va le faire. » Hubert a repris le flambeau de... Pas le flambeau, c'est devenu... Après, on disait, tiens, il y a une espèce d'ange, ça fait quand même très particulier, puisque c'était entièrement écrit par Bernard, vécu par lui, et d'un seul coup, donc, on a l'impression qu'il est là. Il était une fois, dans le Chili des années 20, une cité minière dans le désert d'Atacama, appelée Pampa Terminal. Mamma, si, sono io. Écoutez-la. Tu sais ce qu'il lui faut à ta fille? Trouver un bon gars. Je m'appelle Vello Sandalio, musicien de jazz. Parte inmediatement. Tienes que decírselo, pequeña. ¡De pie los terroristas! L'instigateur, c'est vraiment Bernard Giraudot. C'est vraiment lui qui a, à la suite de son film Les Caprices d'un fleuve, voulait refaire un film qui était sur une épopée. Il se trouve qu'il est écrivain lui-même et qu'il a écrit plusieurs romans qui ont été édités dans une maison d'éditeurs qui s'appelle Anne-Marie Métayer, les éditions Métayer, et qui avait édité des livres sur l'Amérique latine, beaucoup d'auteurs hispanisants, portugais et l'Amérique latine. Et un roman lui a particulièrement plu. Il a acheté les droits et il a commencé à développer ce roman tout seul. Lui, il a commencé à travailler, hein, il a commencé à chercher, il est arrivé chez Didier, je ne me souviens pas, Crest, oui, Didier Crest. Et il a commencé à contacter des gens et il a pris des rendez-vous à droite et à gauche, il voulait faire ce film. Moi, j'étais associé avec un autre homme de télévision qui était Bernard Rapp, qui était un homme absolument formidable. Et on était associés, on avait monté une maison de production qui s'appelle Everybody on Deck pour produire les films de Bernard Rapp en priorité, mais aussi pour produire les films des amis. Et eux deux avaient fait un film ensemble et s'étaient parfaitement entendus. Et Bernard Giraudot, très très vite, s'est dit pour produire ce film-là, j'ai besoin d'une production. Lui, il avait sa propre production, mais j'ai besoin de quelqu'un derrière et tout. Et on s'est retrouvés enchaînés très amicalement autour de ce projet-là. Il se fait que moi, par ailleurs, j'étais devenu ami avec Bernard Rapp à l'occasion de son tournage, du tournage de son film Pas si grave, qu'il avait tourné en partie en Belgique avec moi en fait. Et Bernard Rapp s'était associé avec un de ses producteurs, Didier Crest, pour créer sa propre société de production, pour produire ses propres films, et quelques-uns en plus. Et le premier projet qu'ils avaient pris en dehors des projets de Bernard Rapp, c'est le projet de Bernard Giraudot, Mirage d'amour avec fanfare. Et donc tout naturellement, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé de faire partie du tour de table. Et donc j'étais à l'origine du projet, je l'ai vu naître, mais comme coproducteur belge minoritaire, on va dire. On cherchait une comédienne, avec quelque chose de très virginal, quelque chose qui pouvait interpréter. Je crois que c'est Hubert qui a soufflé le nom. Très vite, on l'a appelée. Très vite, elle a fait un premier rendez-vous, je me rappellerai toujours, c'était en bas de chez Bernard Giraudot. Elle est arrivée, elle était habillée comme le personnage. Bonjour, mademoiselle. Buenos días, señorita. Hola, Yemo. ¿Qué tal con la escuela? Ça nous a surpris. Moi, je me suis éclipsé très vite. Je les ai laissés tous les deux et tout. Et elle s'est imposée, mais
très naturellement. Et tout. Je pense qu'elle avait envie de tourner avec Giraudot, qui est quand même, c'était un comédien bankable, comme on dit, mais plus que ça, c'était quand même une figure du cinéma français. C'était quelqu'un de reconnu. Et on sait toujours dans le cinéma que les films des grands acteurs sont souvent des bons films pour la direction d'acteurs. Donc les acteurs sont eux-mêmes friands d'aller tourner dans des films d'acteurs parce qu'ils savent qu'en face, il y a quelqu'un qui les comprend, qui les dirige et tout. Et donc j'ai rencontré Bernard Giraudot. Voilà, ça a été une rencontre qui reste en mémoire, puisque évidemment après il a disparu. Et j'étais très heureuse et très flattée qu'il pense à moi pour ce personnage, parce que ce personnage me faisait rêver. C'est vrai que Bernard Giraudot sortait plutôt d'un gros succès, parce que son film précédent, ça avait fait près d'1 million d'entrées. La production avec Bernard Rapp, nous on avait fait des films qui avaient plutôt aussi marché, donc ça a été assez facile. Le scénario s'est écrit relativement facilement. Il est très proche de l'histoire de Mirage d'amour. Et ça s'est monté très facilement sur le nom. Le film était était financé. Il y avait France 2, Canal+, tous les intervenants des films précédents, ou de Bernard Rapp ou de Bernard Giraudot. Et puis voilà, on partait en repérage. Moi, je suis parti en repérage, et au moment de partir en repérage la première fois, Bernard était au théâtre. Il faisait Richard III à La Rochelle, parce qu'il est de la région. Et il m'a dit, écoute, va tout seul pour ce premier repérage. Lui, il connaissait tous les lieux, parce qu'il avait beaucoup bourlingué au Chili, puisqu'il avait fait tout un documentaire sur le Chili. Te voilà chez toi, métis, criollo, moitié d'Indien et d'Espagnol. Tu chantes tes deux pôles, tes deux moitiés. C'est toi qui m'as dit ça. Qui me dit, va voir les lieux, va voir d'autres lieux, va voir qu'est-ce que t'en penses et tout. Et je suis parti avec un autre garçon, et on a fait une grande partie des repérages. On est revenu, voilà, on avait tous les lieux, on avait contacté, on avait rencontré des équipes sur place, on avait rencontré des producteurs, on avait rencontré des décorateurs, on avait un vrai travail. Le film était vraiment prêt. Et au retour, patatrac, Bernard me dit ça ne va pas être pour cette année, parce que d'abord je vais arrêter le théâtre parce que je me sens très fatigué, et en fait j'ai une rechute. Et c'est vrai, quand il nous a annoncé qu'on allait reculer le film au moins d'1 an, je pense, on a tout mis en stand-by. On s'est dit c'est bien, 1 an ça va permettre de mieux préparer, mais tout ça. Et puis là, ça a commencé à aller de Karim Ancilla. C'est que c'était compliqué. Il a commencé les premières chimios, ça s'est plutôt bien passé. Il avait toujours cette énergie de faire le film, il avait toujours tout ça. Je savais que Hubert avait des désirs de réalisateur, je savais tout ça, et je trouvais que c'était rassurant pour Bernard Giraudot, en tout cas, de se dire, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'accompagner les jours où je suis fatigué, à terminer des scènes, à en faire d'autres, à envisager une seconde caméra, à envisager tout ça. Et donc j'ai fait toute une préparation de film avec Bernard, qui m'a ouvert son intimité, on peut dire, parce que c'est une forme d'intimité, la création, de manière incroyable, exceptionnelle. Donc ça a été une espèce d'histoire d'amitié très intense, très courte, parce que il déclinait. On s'est rendu compte très vite qu'il ne viendrait pas au Chili, puisqu'il s'agissait de tourner au Chili, que j'irais seul au Chili, et donc on avait prévu de mettre en place des systèmes où on pourrait communiquer tous les jours, où je pourrais lui montrer les rushs en direct, qu'on pourrait en parler et tout. Donc c'était clair qu'il ne viendrait pas au Chili, mais on comptait quand même le faire ensemble. Je ne suis qu'à 3200 mètres, incapable de rester debout. Les 2 frères sont partis filmer sans moi. Ils vont me rapporter des cartes postales. Une église. J'en étais sûr. Vigogne dorée, soleil frisant. Des images d'enfance.
une eau comme un miroir. Tu sais, toi, que les Aymaras sont sortis du lac Chungara au VIe siècle. 4 siècles plus tard, les Incas déferlaient. Tu es chez toi, ici. C'est étrange. Tout me devient familier. Gai la chambrette. Ton amitié ponce les doutes et les fragments incertains de ma vie. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je pense aussi que c'était quelque chose de très important pour Giraudot de croire que voilà, le film allait se faire et ça le tenir en vie, je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'était une force vitale en lui. Hubert prenait de plus en plus de place comme c'était plus un co-réalisateur, ça devenait un réalisateur, ça devenait le réalisateur du film de Bernard Giraudot, ce qui convenait très très bien à Bernard, puisqu'il avait fait la passation, quoi. Il savait que le film qu'il avait en tête serait réalisé par quelqu'un d'autre, et ça lui convenait très 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 bien. La película va a comenzar pronto. Tiene la señorita Rivera y el Rosario que toca el piano. No aceptamos pesos chilenos. Solamente la ficha de la salida del por favor. Adelante, pase. Pase. ¿Qué tengo? ¿Lo sentamos a dónde? No, acá. Mira, ¿y dónde está el piano? Toca tan bonito. Ay, yo creo que su virtuosismo por la música lo heredó de la madre. Y el gustito por las novelitas de amor, oye. Eso no la lleva a ninguna parte. Y con la edad que tiene, parece que ya la dejó el tren. Ya empezó. Au départ, donc, ce film s'est financé sur le nom de Bernard et s'est financé assez facilement, essentiellement en France et un petit peu en Belgique puisque j'étais concerné. Au moment où il a dit « stop, j'arrête tout, je me soigne d'abord », ben, tout est resté un peu en suspens. Et puis petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'il était malade, qu'il n'allait pas aller de mieux en mieux mais plutôt de moins en moins bien. Et au fur et à mesure que le temps passait et que lui annonçait sa maladie et militait, comme je l'ai déjà dit, par rapport à la maladie qu'il avait pris, ben, tous les financements se sont petit à petit délités. Et quand moi, Hubert Thoin, j'ai repris le film, réalisateur inconnu, producteur connu, on me disait on sait qui tu es, mais comme réalisateur, c'est un premier film. Et le scénario, c'est un scénario magnifique, pas de problème, mais très singulier. On n'a pas l'habitude de lire ce genre de choses. Et vraiment, on ne voit pas très bien d'ailleurs ce que ça peut être. Et hop, les financements français se sont quasiment tous écroulés. Moi, je suis affectif et je fais des films avec, pas des amis, mais en tout cas, il y a quelque chose de très affectif dans mes choix de production. J'avais porté beaucoup ce film-là. Je l'ai beaucoup porté donc, avec Giraudot, avec Bernard Rapp. Les deux sont décédés pratiquement dans la même année. J'ai perdu mon père au milieu de tout ça, qui était aussi, pas un homme de cinéma, mais que j'adorais et tout ça. D'un seul coup, quand on perd son père, un grand frère qui était devenu un petit peu Bernard Rapp, avec qui j'avais vraiment une filiation, le réalisateur d'un film, moi je me suis dit, ouf, là ça va être très dur. On a beaucoup parlé avec Hubert de ça et je me sentais mal de continuer cette expérience sans ces personnes. Et donc j'ai restructuré le financement à partir de la Belgique et des nouvelles sources de financement qui sont mises en place en Belgique, et en étendant ça à un pays tiers, la Suisse. Bonjour, Gayrondelle. Nous allons faire les colis pour les veuves des mineurs et les orphelins de papa. Madame, es un ángel su hija. Sí, Sepulturero es un ángel. Ta gomina, papa. ¿Lo ves? Merci, ma chérie. Ah, en fait, finalement, c'est moi qui auditionne les musiciens au club radical pour la fanfare. Oh, ben, je t'en souhaite. Que des ivrognes. Ben, je suis rentré parce que ce fou furieux d'Hubert, qui prétend que je parle espagnol, non mais c'est très curieux comme il est Hubert, c'est la fidélité de gros chien, hein, quand même. Il m'avait repéré sur un film de Bernard Rapp,
quand on est à Valencia, en Espagne, il m'a vu 10 minutes un soir, parce que lui était venu faire je sais pas quoi, il était coproducteur du film, et il s'est imaginé que je parlais espagnol. Moi j'étais là 3 jours sur le tournage, je faisais un torero français qui a tout merdé dans sa vie et qui est resté habité là-bas. Alors il pensait, puis il s'était dit, tiens, un jour je ferai un film avec ce gars-là. Mais c'était il y a longtemps. Hein. Todos filmamos muy bien, chicos. Igualito, recuerden hacer silencio cuando cortamos la música. Lo hicimos muy bien recién. Donc la même chose. Atentos, video, sonido. Arriba, Atentos, y sonido. Pueblo. Arriba el pueblo, vida. Cámara. 158A. Atentos y acción fondo. Acción fondo. Y acción. Suena muy raro. Es que no estoy acostumbrado. Suena mal, suena hueco, como si estuviera agujereado. Échale nomás. Échale nomás. Et c'est très bien en fait, parce qu'en réalité, tu sais pas jouer. Je sais pas jouer. T'as jamais joué de ta vie? C'est pas mon truc. Et surtout, c'est pour ça que c'est bien si ça sert, parce que moi, tu vois, je suis inquiet, moi. Je suis pas plutôt, hein. Je crois que c'est à peu près ça allait quand il a parlé là. Vous êtes assez serré, hein. Oui. Je suis né dans la rue. Toi, tu as l'habitude d'avoir une caméra juste à côté de toi, moi pas. Tu vois. Et en réalité, si je suis derrière, c'est justement pour ne pas être devant. Ah, moi j'aime les deux. Oui, je sais. Due, me gusta. Me gusta mucho. Je suis mis à chercher au Chili, quand j'ai lancé le casting au Chili, après un acteur, j'en ai vu beaucoup, j'hésitais, j'étais pas sûr. Et finalement, je suis tombé sur Eduardo Pacheco, qui est lui-même assez connu au Chili, comme la plupart des acteurs, par la télévision, parce qu'il y a beaucoup de séries télé qui se font là, pas beaucoup de films, et qui est quelqu'un d'assez connu, jeune, qui avait l'âge du rôle, plus que tous les autres acteurs que j'avais rencontrés jusqu'à présent. Mais malgré tout, avec cette espèce de maturité que je recherchais. Ok, rehearsal, mensajito arriba. Osvaldo, qui écoute, hein? Bon. Se ve más al centro, más al centro. Más. Hola, trompeta. Veo que has progresado en un año, Chinito. Eso no es nada, mira. ¿Qué tal? Yo soy la luz del mundo. Yo que he trabajado en un circo puedo decirte que tienes que comer más carne de gato. Ese es el secreto de los acróbatas y los funambulistas. ¿Te llevo la flor azul? Bueno. ¿Eres el tío Lal? Tampoco. Très honnêtement, quand vous proposez un film et qu'il faut 6 ans pour que le film se passe, on n'est pas tous les jours en train de se dire « Tiens, alors quand est-ce que ça va se faire ?» Je pense que nous, les comédiens, on a cette possibilité de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait 3 ans qu'un film ne se fait pas, c'est vrai qu'on n'y croit plus vraiment. Donc on met ça dans un petit côté de sa tête, on se dit « Bon, ben voilà, je mets ça dans un tiroir. Si ça se fait, c'est génial, et puis si ça se fait pas, c'est triste, mais voilà, on avance, quoi. » Mais par contre, ce que je m'étais dit la première fois que j'avais rencontré Bernard Giraudot, à l'époque, c'est qu'il était quand même écrit que cette fille, c'était un peu une vieille fille, qu'elle avait un côté vieille fille, qui est toujours, qui a jamais connu le grand amour, qui n'a pas de vie sexuelle. Et c'est ça que je trouve génial dans le film, c'est que c'est pas une jeunette de 25 ans, c'est quand même une femme. Une femme qui pourrait s'être mariée, et qui vit quand même toujours avec papa, et qui se réfugie dans cette espèce de monde de la musique. Et ça, je crois que le fait d'avoir vieilli, peut-être a apporté ça en plus au personnage. Ce qui est rigolo dans le film d'Hubert, c'est qu'il faut parler espagnol et français, puisque les gars sont installés là-bas depuis longtemps, ils ont des racines françaises, mais
Tout naturellement, il parle espagnol, un genre d'espagnol. Donc c'est la Bérénice Bejo qui me faisait répéter dans la loge à Bruxelles. Et puis après, c'était au millimètre près, c'est-à-dire j'ai pris le dernier avion et là, pas dormi pendant une semaine. Ça, j'étais assez fier parce que le voyage infernal jusqu'au Chili est arrivé 8h du soir, donc c'était déjà je ne sais pas quelle heure, sur le tournage, voir un peu les costumes, refaire 1h30 de bagnole pour aller à la base où on était, lever à 4h du matin, donc il était déjà pour nous midi, arriver et hop, je m'installe, hop, direct, colle les moustaches, le plan et on démarre. Tout ira bien, monsieur le rey. Eso espero. ¿Dónde está el rondel? En el club radical. Está ensayando. Ah, es verdad. Qué tonto soy. Dígale que la quiero. Je crois qu'elle ne doute pas une seconde. Vous pourrez lui dire vous-même, je pense. Oui, t'as raison. Je dirais. Ça a été une aventure, ça a été vraiment une aventure parce que le film s'est fait vraiment, on peut dire, à l'arrache. Moi, ça faisait 6 ans que j'étais sur ce projet et puis Hubert m'a appelé, je pense, je sais même pas, peut-être 2-3 mois avant le tournage en me disant « ça y est, on y va, ok, à la limite, fais ta valise et on y va ». Quoi. Donc on est arrivé, tout était un peu, je dirais que la période de préparation, elle n'a pas été très très longue. Donc on est arrivé au Chili, dans cet endroit, et donc c'était rock'n'roll quand même, c'était rock'n'roll. Ouais, super. Bonjour. Caméra. Je suis partie en catastrophe à l'aéroport. Comme une vieille chaussette, tu vois. C'est vrai que je suis venu à la première semaine de tournage, le premier jour et la première semaine, enfin la dernière semaine de préparation, le premier jour de tournage et tout. Il y avait des tensions, mais je pense qu'il n'y en avait pas plus qu'un premier jour de tournage dans un film qui avait des ambitions artistiques quand même vraiment énormes, qui était dans un lieu très spécial parce que Humberstone, c'est une ville fantôme, c'est très loin de Iquique, qui est la plus grosse ville à côté. C'est un lieu où il n'y a rien, on est en plein désert, il fait un cagnard pas possible dès 8h du matin. Quand on a, je pense, pas l'argent qu'il faut, on a une préparation qui est un petit peu comme ça aux entournures. C'est un choc, il y a une équipe belge qui arrive, il y a une équipe chilienne qui est là. Je pense que c'est inhérent à tout film, je ne pense pas que ce soit spécial vraiment sur ce projet-là. Pero ya está con los monitores. Es que yo soy paracaidista. Me parece. Roll camera. Cante. C'est toi qui dis à nous. Ah non. 174, 1. Corte. Un aplauso para la primera toma de Santa María. Ah oui, c'était rude, surtout que moi je suis un ours du Jura, maximum 25 degrés, au-dessus ça va déjà pas. Et là, alors là il n'y a même plus de température. Parce que les gars sont toute la journée à se tartiner, à cause des rayons, des UV. Donc les gars du coin, le gars du coin qui est là, lui il se tartine, donc toi tu te tartines. Dès que tu bouges, il y a un gars qui te suit, c'était vachement bien organisé. Moi j'avais une espèce de
un gars qui faisait des concerts de rock, qui était rôde sur les concerts de rock, qui était tatoué de tous les côtés. Il était là, il me sortait, j'avais la chaise, le machin, l'autre, le parapluie qui tenait, on enlevait juste au cap. Il y avait des trucs formidables. Ça, c'est là qu'on voit les rockstars. On a quelqu'un comme ça, tient le truc. He is a rockstar, you know? Ah, yeah. Really, yeah? Et donc, il n'y a plus de température. Le matin, il fait 2 degrés. Après, on ne sait plus. Mais c'est pas tellement la chaleur, c'est le... On dit bizarre. On va en voiture, tu roules 1h30 pour aller à la base, tu vois quand même un oiseau, et de temps en temps, tu vois 2 palmiers. Ou 2 arbres, non, c'est pas des palmiers, qu'est-ce que je raconte? Tu vois 2 espèces de squelettes, on dit c'est des arbres. Et puis nous, on était dans un oasis, il y en a plusieurs. Mais là, c'est... Alors après, tu arrives en Europe, on dit « Ah, c'est chouette, les jardins d'Atacama, oui, c'est là qu'il y a les observatoires pour les étoiles. » Tu dis « D'accord, moi je préfère le Jura ou la Suisse, de Dieu. » Je pense que la place de la musique dans ce film, elle est extrêmement particulière et elle a énormément de personnalité, puisque Osvaldo Torres, qui est le compositeur de musique, est à l'initiative du projet, puisque c'était un des meilleurs amis de Bernard Giraudot. Donc il y a une espèce de fil rouge de transmission, et Osvaldo est vraiment à la base du projet. Il a rêvé à ce film, je pense qu'il connaissait aussi bien Rivera, l'auteur. Donc c'est un personnage du film, Osvaldo Torres, puisque c'est lui le conteur de l'histoire, c'est lui qui a composé la musique. C'est vrai qu'il il composait la musique pendant le tournage, donc comme il y avait beaucoup de scènes où il y avait de la musique dans le bar à prostituées, bah, on avait la musique en direct. C'est l'histoire d'une troupe de musiciens, donc il y avait de la musique tout le temps sur le tournage. Silencio! Atentos y música. Todos mirando a la banda y acción. ¿Quién es? El del sombrero. ¿Es él? They have to throw the interiors, the petardos to the feet. To the feet, okay. Of course, and not putting the petardos in the back. And wait 2 minutes after the end of the shot. C'était une chance extraordinaire pour moi d'avoir avec moi les compositeurs. En fait, Osvaldo, qui aura joué un rôle essentiel à travers toute cette histoire de ce film, en fait, m'a accompagné au Chili. Et on a donc composé la musique au fur et à mesure de la préparation. Parce qu'il faut savoir qu'on se rendra compte très vite qu'il y a énormément de musique in dans le film. Il y a plus de 40 morceaux de musique in dans le film. Et tous ces morceaux sont des compositions originales. Pour moi, le fil conducteur de cette musique, ça a été toujours le morceau de piano de la fin. C'est de là que tout est parti, et même pour aller vers les trompettes, et même pour aller vers les morceaux de piano solo dans les films muets. Il y a toujours cet écart d'une tierce qu'on a utilisé, parce qu'il nous semblait très, très, très beau. Et on les a mis en cachette, hein, toujours, mais on les a mis quand même, malgré tout.
Papa? C'est vrai qu'on a eu très peu de préparation sur le film, et moi j'ai été très angoissée parce que voilà, de jouer une pianiste professionnelle qui est capable de jouer des nocturnes de Chopin et qui passe de morceaux de film muet à du Chopin, ça ne s'improvise pas juste une gestuelle, non, parce que ça marche si on filme que le visage ou qu'on filme les épaules, mais à partir du moment où voilà, on a envie peut-être de se dire tiens, soyons libres, si on a envie de filmer, de descendre un peu sur les mains, je pense que la gestuelle, à mon sens, ne suffit pas. Et puis je pense aussi qu'il y a deux aspects différents. Il y a effectivement la vision d'Hubertoin, qui est le metteur en scène et qui, lui, peut-être dans sa tête, se dit « je ne verrai pas les mains et ce qui compte, c'est plus la gestuelle et qu'on y croit ». Et puis il y a le travail de l'actrice qui est « je joue le rôle d'une pianiste professionnelle et j'ai pas du tout envie d'arriver sur le plateau et de ne pas avoir été préparée parce que je vais pas me sentir à l'aise et donc moi-même, je ne croirai pas en ce que je fais ». On a ainsi une musique qui était quasiment faite sur mesure, on peut dire. Au fur et à mesure de la préparation, on se disait, voilà, il faut ça, il faut de cette manière-là. Et elle se faisait en cours de préparation, elle se composait en cours de préparation. On écoutait, ah non, ça va pas, c'est pas tout à fait ça, il faudrait corriger ça. Ah oui, tiens, alors hop, il repartait travailler, il revenait avec la musique. Et tout ça pendant la préparation, donc, pour tout ce qui était les musiques in. On a enregistré toutes ces musiques in, en partie à Paris, donc à distance du Chili, mais en partie aussi avec les joueurs de fanfare locaux qui allaient figurer dans le film. Enregistrement qu'on a fait dans le grand théâtre d'Iquique. C'était formidable parce que donc on a fait une séance d'enregistrement vraiment sur la scène du théâtre avec tous ces musiciens qui sont des musiciens de fanfare. Il y a énormément de fanfares dans la région qui jouent des morceaux traditionnels, etc., qui ont un style que Osvaldo a imité en certaine façon, mais avec des compositions originales. Estamos? Ya, une otra, la misma, por favor. Marcelo, tú mandas, espérate un poco, Ya. Donc magnifique musique in, et ensuite, une fois qu'on est entré dans le montage, ils se sont mis à composer la musique off, qui n'a absolument rien à voir, qui est de la musique plutôt symphonique, émotionnelle, qui accompagne, qui porte l'émotion. Et donc ils ont là exposé une palette de musique, de types de musique différentes, incroyables, quoi, démontrant un très très grand talent évidemment. Ahora solo quedan dos músicos cagones por atrapar. Aquí hay un músico, pero no cagón. Soy Candelario Pérez, ex combatiente y cabo de la tercera compañía de batallón. Ce qui fait la particularité de cette histoire, c'est qu'il y a vraiment deux pôles en fait. Il y a
la vie de ce village, les conditions des travailleurs, des ouvriers, cette préparation du coup d'État, des personnages qui sont très engagés politiquement, comme le père d'Hirondelle, comme les musiciens. D'un autre côté, il y a Hirondelle, qui est un peu en lévitation et qui amène une espèce de fantaisie dans cette histoire, et qui amène une espèce de fil de rêve comme ça, et de sentimentalisme, de romantisme. Mais à la fois, les deux sont très liés, parce que tous les personnages sont hauts en couleur. C'est-à-dire que on s'est tiré de ce bouquin de Rivera qui était comme ça. Le scénario met en présence une palette incroyable de personnages. Donc il s'agissait aussi de les habiller de personnes, d'en faire vraiment un ensemble très particulier de têtes, de personnages singuliers, qui sortent un peu de l'ordinaire. Comme on peut l'imaginer, les gens étaient à l'époque. Et donc j'ai fait un long casting pour y arriver, un peu comme un peintre, en mettant sur la toile les couleurs petit à petit, en essayant de faire coïncider les couleurs, de créer une harmonie, de faire en sorte qu'il y ait un sens dans tout ça. Donc j'ai vraiment travaillé par petites touches, petit à petit. Ce casting a pris 3 mois. Et j'ai trouvé au Chili des acteurs formidables et avec des têtes. Des personnalités très différentes et vraiment très intéressantes. Et je pense que j'ai pu composer donc un ensemble assez singulier, un peu gauchien presque. Certains disent félinien, mais bon, en tout cas, ce que je recherchais, c'est beaucoup de vie, la vitalité, comme on en trouvait, je pense, dans ces villes à l'époque, un peu en dehors de tout. Ils sont tous extrêmement expansifs, ils sont tous extrêmement marqués, et un peu comme dans les films de Kusturica finalement, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une espèce de folie, mais on y croit parce que c'est ancré dans une réalité aussi, sociale, politique. Es el famoso diablo del bombo. Pertenece a la cofradía de las Sioux que bailan para la Virgen de la Tirana. Me llamo Evaldino Lumbrera, soltero, estudié en el extranjero, primer trompeta de la Royal Jazz Band de Antofagasta, una de las mejores orquestas del norte, por no decir la mejor. Je suis particulièrement ému en parlant de lui parce que c'est devenu un ami. Et cet ami, je l'ai perdu. Parce qu'il est mort dans un accident il y a peu de temps, dans un accident tout à fait idiot, un incendie d'un chalet dans lequel il passait un week-end avec sa famille. Et en voulant se sauver, il a sauté de je ne sais quel étage et s'est tué comme ça. Et donc c'est pour moi, ça a été une grande perte. Un grand malheur, mais voilà, c'est la vie aussi, paraît-il. Tu es fou. Je voulais rendre hommage à ton père. J'ai cru que tu étais mort dans l'explosion. Je suis heureuse que ce ne soit pas toi. C'était moi. La contribution à la lutte. Retourne à l'école, mon amour. Non, je t'en prie. On a tourné en scope, donc en format scope, c'est-à-dire un format allongé. C'est 1/2:35, donc c'est le format du cinéma pour moi, qui correspond aussi au paysage et qui permet d'avoir des gros plans, des face-à-face, des choses que le format 16:9 par exemple ne permet pas à ce point. C'est un choix qu'on avait fait ensemble. On a découpé quasiment tout le film ensemble. On a fait certaines scènes même en storyboard, parce que certaines des scènes nécessitaient le storyboard parce qu'il y avait des effets spéciaux en plus, pas toujours simple à gérer. Et donc on a fait tout ça ensemble et son apport est essentiel dans le film.
là où on tournait à Humberstone, il n'y a pas de train. Donc je savais dès le départ qu'il fallait tricher, qu'il fallait trouver une solution pour assembler des choses qui n'étaient pas proches dans la réalité. Un train ancien comme ça, il y en avait un au Chili. En fait, on avait fait des recherches un peu partout. Il y en a un qui date de l'époque et qui traverse des paysages de montagnes désertiques comme on en avait besoin, style Temple du Soleil de Tintin, ces trains qui montent tout doucement dans la haute montagne, des paysages incroyables. Et ce train, c'est la compagnie Antofagasta Bolivia, qui n'est plus en fonctionnement aujourd'hui, depuis pas très longtemps d'ailleurs, mais qui a encore ses locomotives et ses trains et les rails pour que ces trains puissent rouler. Et donc on a été faire des repérages, on a été voir ces possibilités. On a repéré les endroits où on pouvait s'arrêter, faire reculer, avancer le train, tout allait bien. On s'était entendu avec les machinistes, avec les responsables de la logistique des rails, jusqu'au moment où en fait la direction de cette société qui est aux mains d'une des 7 familles qui tiennent toute l'économie du Chili en main, s'est rendu compte de ce qu'on faisait, de l'histoire qu'on racontait, que c'était l'adaptation d'un roman d'un écrivain catalogué de gauche, et du jour au lendemain, je dirais presque d'une heure à l'autre, le couperet est tombé et on a pu danser après sur sa tête, c'était devenu impossible de tourner. Et donc, quelle solution? Donc on s'est dit, voilà, la seule solution, c'est les effets spéciaux. Il y avait quand même encore un souci, il fallait à un moment donné avoir une interaction entre les comédiens et le train, même si on faisait des effets spéciaux. Et donc on est allé tourner dans le musée du train à Santiago, avec des wagons qui étaient à l'arrêt, comme dans un musée. On a mis un faux plancher, hein, et on a fait bouger ce train, ces wagons, non pas en les faisant bouger eux-mêmes, mais en faisant bouger la caméra. Et ce qui donnait tout à fait l'impression que le train lui-même bouge en réalité. Action! De manière très maligne, en fait, des passes de train avaient été tournées avec des personnages au musée du train au Chili. Donc là, par contre, les trucages ont aidé. Nous, on a fait une espèce de restauration, de nettoyage du train, parce qu'évidemment, il y avait un côté un peu vécu, c'était un musée du train. Donc on a fait un petit lifting au train sur les passes qui avaient été tournées au musée. On a intégré les décors derrière le train. Là, par contre, en compositing pur, il y avait des fonds verts, tout avait été tourné pour ça. Et après, sur les plans larges, il a fallu donner vie à ce train. Donc là, on a été obligé de choisir avec l'équipe effectivement quel type de train on voulait. Il a fallu effectivement prévoir quel type de wagon. Il a fallu être raccord avec les wagons du tournage, reconstruire ce qu'on voyait du train, le peu qu'on voyait du train dans les interactions, il a fallu le reconstruire. Et après, vraiment créer la partie qu'on ne voyait pas. Il a fallu adapter les rails. Donc voilà, il a fallu créer cette atmosphère-là. Et après, nous, ce qui nous a demandé aussi beaucoup de travail, c'est évidemment la partie animation. Il a fallu que ce soit crédible. Et il y a une partie aussi atmosphérique très forte qu'il a fallu créer, c'est-à-dire la partie fumée du train, qui nous a demandé aussi beaucoup de temps. Je suis en train de passer à ma fille qui m'a envoyé très gentiment ce matin, de l'autre côté de la mer. Ciao! Il se fait, je dois dire que au Chili, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des rencontres artistiques très positives et très importantes. Mes collaborations artistiques sur le film ont été formidables. L'économie du film a été catastrophique. Quand un film se fait comme ça à l'arrache, on a moins de temps. Donc moins de temps, ça veut dire moins d'organisation, moins de préparation. Et voilà, du coup, il y a des moments où ça affecte un peu aussi tout le monde. Donc moi, je tire mon chapeau à Hubert d'avoir vraiment mené ce projet. Il s'est battu comme un loup. Et en plus, c'est pas évident parce qu'il était à la fois réalisateur et producteur du film, ce qui n'est pas, cette double casquette n'est pas simple. Mais finalement, on y est arrivé, quoi. C'est ce qu'on se dit avec Hubert aujourd'hui. On l'a fait, quoi. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est fabuleux.
Tu fais le premier plan, je fais le dernier plan. Ah bon? Grazie, ciao. Marini. La final.